chers amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro de Bénin Politique. Aujourd'hui, je reçois pour vous un seul invité. Il s'agit de Kama Wassangari. Il est conseiller juridique du parti Foskori.Bénin émergent. Il se réclame également donc du camp proche de Boni Yayi. Comme vous pouvez vous en douter, il sera exclusivement donc question de la crise qui secoue le parti Foskori.Bénin émergent. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la maison Kori avec cette démission annoncée du président d'honneur? Kama Wassangari va nous dire les tenants et aboutissants de cette démission. Et en deuxième partie de cette émission, il sera également question de faire le bilan des 4 ans de gestion du président de la République, Patrice Talon. Kama Wassangari va également donc opiner sur les 4 ans de bilan de la rupture. Kama Wassangari, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Hier, on a vu une déclaration de votre camp qui annonce une vague de démission au sein donc du parti Foskori.Bénin émergent. Mais avant d'aller sur ce plan, la démission du président Boni Yayi en tant que président d'honneur du parti Foskori.Bénin émergent, est-ce une surprise pour vous ou c'est quand même une décision que vous attendiez déjà? Merci beaucoup. Merci, chers internautes. Avant tout propos, je voudrais quand même lancer un message de sensibilisation à l'endroit de la population. Comme vous le savez tous, il y a une pandémie qui guette le monde, le coronavirus, et nous devons tous ensemble respecter les mesures de protection. Les mesures de protection, à savoir laver régulièrement les mains, porter un masque, laisser à la maison quand, si on n'a rien d'important à faire dehors. C'est le confinement qui peut nous permettre d'éviter cette maladie. Comme le gouvernement l'a exigé, nous avons porté le masque, mais pour la clarté du débat, nous allons enlever le masque pour qu'après, quand nous allons sortir, on reporter notre masque pour pouvoir circuler en respect des dispositions du gouvernement. Merci beaucoup. Le président Yayi Boni a quitté le navire FCBE. Est-ce une surprise? D'aucuns diraient oui, d'autres non. Oui, parce que personne n'a vu venir. Vous savez, le président Yayi Boni est doté d'une patience hors du commun. Le président Yayi Boni a subi beaucoup d'humiliation de la part de ses anciens collaborateurs. Mais s'il n'avait pas quitté depuis longtemps, personne n'avait imaginé qu'il allait le faire maintenant. C'est vrai que pour d'autres qui ont vécu la situation avec le président Yayi Boni, se sont dit à un moment, il va claquer la porte. Et c'est ce moment qui est arrivé maintenant. Parce que on doit étaler tout ce qui a été, tout ce qu'il a subi et tout ce qu'on a pris comme ces défenseurs ont subi. Je pense que quelqu'un d'autre aurait claqué la porte plus longtemps. J'en veux pour preuve. Vous savez, après l'obtention du récépissé du parti FCBE dans les conditions que nous connaissons, je dis dans les conditions que nous connaissons parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parti FCBE, malgré tous les efforts faits, malgré que le parti ait réglé toutes les organisations émises par le ministère de l'Intérieur, a vu son récépissé confisqué par le ministère de l'Intérieur, ce qui a empêché le parti à prendre part aux élections législatives. Donc, nous avons saisi plusieurs fois le ministère de l'Intérieur et ce n'est pas surprise que nous apprenons pratiquement 5 mois plus tard, après de nouvelles observations faites par le ministère, que des éléments membres du parti soient allés respecter les injonctions du ministère refusées par la grande majorité des Béninois. Aujourd'hui, certains se prennent pour des héros, mais si nous disons, si le parti Restaurer l'Espoir a pu avoir son récépissé en janvier, ça veut dire que le parti FCBE pouvait également avoir son récépissé en décembre ou en janvier pour permettre... Mais est-ce que les exigences étaient les mêmes? Non, c'est pratiquement les mêmes exigences. Mais, de votre côté, on vous demandait donc quand même de limiter les pouvoirs de certaines personnes qui sont en maille quand même avec la justice. Vous savez, c'est là où l'article 17 de la Constitution, j'aime bien l'article 17 de la Constitution. L'article 17 dit, tant que vous n'avez pas été condamné par un tribunal,
vous êtes un présumé innocent. Donc, on ne peut pas nous demander de violer une disposition constitutionnelle. Le fait, c'est de porter flanc aux agissements de ce régime. Parce qu'on le veuille ou pas, nous avons l'obligation, que ce soit le gouverneur ou gouverné, de respecter une disposition constitutionnelle. Donc, le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas nous demander d'enlever quelqu'un qui n'est pas encore condamné. C'est à croire que c'est le ministère qui est la justice. Mais au-delà de tout ça, pour le bien de nos militants, en décembre ou en janvier, on pouvait décider de trouver une formule pour permettre de respecter cette génération et leur faciliter la tâche pour aller aux élections communales. La preuve, malgré tout ce qui a été fait, parce que comme je l'ai dit au début, le récépissé nous était dû et nous avons condamné la manière dont nos amis dont ils ont utilisé pour pouvoir l'obtenir. Mais malgré ça, quand le président Yaya Boni est venu, quand il nous a rappelé pour la cérémonie de réconciliation, on a accepté de faire des concessions. C'est pour rappeler que nous avons accepté la reconnaissance de récépissé, mais nous n'avons jamais dit dans aucun test que nous avons reconnu Paul Ompé comme scène. Mais la reconnaissance de récépissé, parce que c'était un document qui nous était confisqué par le ministère de l'Intérieur. Mais nous avons accepté subir tout ce processus. Le président d'honneur a maintes fois demandé qu'on lui donne par exemple les documents originaux du parti. Parce qu'on a toujours dit que c'est notre leader charismatique. Mais je peux vous dire, c'est à partir du moment que ces documents ont été réclamés que le ministre Ompé, par exemple, n'a plus mis pied au domicile du président d'honneur. En dehors de ça, nous avons accepté d'aller même sur appel des militants à la base, aller à un processus de réconciliation pour pouvoir former un comité national de candidature et aller ensemble aux élections. Parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. On était sûr que si on allait ensemble, dans les conditions qu'on a ensemble décidé, c'est qu'on pouvait faire on pouvait avoir une victoire écrasante. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué à l'arrivée? C'est que les ténors qui pouvaient faire fort dans leur localité ont été purement simplement soit retirés de la liste, soit relégués en dernière position. Mais ceux qui sont du camp Ompé se sont tous mis en tête de liste. Est-ce que vous n'êtes pas dans une position de quelqu'un qui boude le récépissé, mais qui finalement veut quand même profiter des retombées de ce récépissé-là? Pas bouder le récépissé, parce que ce récépissé a été obtenu grâce... Mais vous avez boudé la manière, la méthode qui a été... Oui, mais ce récépissé a été obtenu avec notre dossier, notre document qu'on a déposé le 31 décembre 2018 au ministère de l'Intérieur. Si ce récépissé était obtenu avec de nouveaux documents, sans que nos noms ne soient dedans, vous n'allez pas nous entendre parler. À part du moment que nos noms sont là, c'est-à-dire que notre responsabilité est engagée, mais il fallait quand même dire et annoncer à tout le monde que la manière utilisée n'est pas la bonne dans un pays démocratique. Alors, finalement, le président Boni Yaya a décidé de partir. Aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité également de membres du bureau qui ont également décidé de partir. Et d'ailleurs, vous allez nous dire exactement, il y a combien de membres ont décidé de partir du parti, ont décidé de quitter le bureau exécutif national hier. Est-ce que c'était véritablement une grande majorité ou quelques groupes? Vous savez, depuis l'obtention de ce récépissé, par exemple, il n'y a eu qu'une seule fois une réunion du bureau exécutif national, et c'est suite à la médiation du président d'honneur. Ils n'ont pas eu le courage de convoquer un bureau exécutif national, justement parce qu'ils n'avaient pas la majorité au niveau du bureau exécutif. Hier, vous allez vous rendre compte, la déclaration qui a été faite, c'est la majorité des membres du bureau exécutif national. Le bureau où on peut se proclamer SEN, un bureau constitué de 77 membres. Le bureau exécutif national, dont on peut... le secrétaire exécutif national. Est-ce qu'il se dit ou c'est ce qui est sur les documents au niveau du ministère de l'Intérieur? Oui, mais il y a les documents au ministère de l'Intérieur, mais il y a les documents qui doivent quand même, au sein de votre mouvement, de votre association, de votre parti, qui doivent pouvoir quand même vous donner les directives. Donc, dans ce document, dans ce bureau qu'ils ont constitué, on peut dire qu'avec la crise, on a au moins une dizaine de personnes qui ont quitté. Certains ont rejoint les blocs, d'autres carrément se sont retirés
Ils ont donné la démission, purement et simplement, ils sont partis. Au moins une dizaine. Ce qui veut dire que le bureau doit se retrouver pratiquement à 68. 68. Mais dans ces 68, nous avons au moins 39 qui hier ont quand même ont quitté la BAC. Et aujourd'hui, quand nous partons de la flamme allumée au niveau du Parakou, c'est-à-dire le congrès du parti FCBE à Parakou, où le bureau exécutif était de 95 membres. Nos amis avaient enlevé 18. Nous avons déjà reçu le soutien de ces 18 membres pour rejoindre la nouvelle dynamique qui est en train d'être lancée. Vous parlez de nouvelle dynamique. Est-ce qu'on s'attend à la création d'un nouveau parti ou qu'en sera-t-il? Non, vous savez, nous sommes tous des politiques. Et nous avons, qu'on le veuille ou pas, nous devons proposer une alternative à nos militants. Nous sommes en discussion, nous recevons beaucoup d'appels de la base et d'ici là, la nouvelle orientation que nous allons donner, on va le faire savoir au public. Alors, vous avez envoyé une sommation à Paul Humpé avant même la démission du président d'honneur. Et vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on vous a maintenu au poste de conseiller juridique du parti. Vous voulez également avoir une idée claire sur la liste des membres qui ont participé au congrès ayant choisi Paul Humpé comme le secrétaire exécutif national du parti. Alors, est-ce que ce n'est pas une action qui vient un peu trop tard? Non, justement, vous savez, à un moment, quand nous avons commencé la discussion, c'est que c'était pour voir le contenu même de ce qui a été remis au ministère de l'Intérieur pour nous, pour qu'on puisse avoir un récépissé. Mais on s'est dit, il fallait s'assurer que ce qui est là ne pouvait pas nous créer des problèmes, nous, demain. Mais à partir du moment que les intéressés ont vu de remettre ces documents, donc nous ne nous sentons plus concernés par les actes qu'ils auront à poser. C'est pourquoi nous avons voulu savoir, pour le parti qu'ils ont créé, avec comme le premier responsable, quels sont les documents fondamentaux qu'ils ont utilisés. Tout à l'heure, je vous ai dit, les informations qui nous sont parvenues, ils ont utilisé des documents que nous avons déposés le 31 décembre 2018 pour la mise en conformité du parti FCBE qui existait, pour créer un nouveau parti en septembre 2019, en violation même de la charte des partis politiques. Ceci montre simplement une complicité entre le ministère de l'Intérieur et les nouveaux dirigeants. Donc nous avons voulu s'assurer que ce qui a été fait est clair. Et nous sommes étonnés de nous rendre compte à partir de ce moment que notre nom soit dedans sans qu'il n'ait reçu un quitus de notre part. Il faudrait que les trucs soient clairs. C'est ça qui va nous permettre demain de voir quelle action on peut mener. Donc, pour le moment, nous en sommes à une sommation et vous envisagez peut-être une action en justice? Vous savez, là, en droit, nous avons des procédures. Et nous avons commencé la procédure et nous irons au bout de notre procédure. Vous n'avez pas peur que les FCBE connaissent le même sort que le PSD et la RB? Non, vous savez, c'est pas parce que vous avez peur de subir le même sort que certains que vous allez croiser les bras sans faire le combat. Il faut toujours combattre. Parce que demain, on vous reconnaîtra le combat que vous avez fait. Et quand on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Alors, Boni Yayi a démissionné. Il a également signifié dans son message qu'il ne voudrait pas donc voir son image et son nom associés à la campagne électorale, comptant donc pour les communales de 2020. Est-ce que vous pensez que le parti pourra s'en sortir sans l'image et le nom de Boni Yayi? Vous savez, quand vous avez le courage, de mettre dans les tests piratés que vous avez déposés au ministère de l'Intérieur, que le président Boni Yayi, président d'honneur du parti, n'a plus un avis conforme, comme c'était inscrit dans les statuts et règlements intérieurs du congrès de Parakou. Quand vous avez ce courage, ça veut dire que vous avez la possibilité de vous en sortir sans le soutien de ce leader charismatique du parti FCBE. Donc à partir du moment que le président Yayi Boni se retire du parti, à partir du moment qu'il se retire, alors, comme ils ont voulu le faire croire qu'ils sont grands maintenant, il est temps qu'eux-mêmes puissent aller montrer de quoi ils sont capables, qu'ils puissent montrer la base dont ils se réclament tout le temps. Et à la fin, on fera tous le bilan. Mais de toute façon, il n'est plus question d'utiliser
des images du président Yahya Boni pour se faire une certaine popularité. Alors, si à la fin le bilan est positif, votre camp va rejoindre la BAC ou qu'est-ce qui va se passer? Non, de toute façon, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de nous asseoir ensemble pour engager d'autres trucs avec eux. Ce n'est plus possible parce que vous ne vous asseyez qu'avec des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Chez moi, on dit, on ne piétine pas deux fois les testicules d'un aveugle intelligent. Donc, nous ne pouvons plus accepter, subir ce qu'on a subi, parce que celui qui vous a trahi une fois vous trahira une seconde fois. Alors, on a également appris, et d'ailleurs dans la déclaration d'hier, que le président d'honneur, à un moment donné, a même participé financièrement à la constitution donc des listes. Et qu'est-ce qui c'est? Parce que quand on analyse un peu, à un moment donné, il a été quand même un appui pour le bureau dirigé par Hunkwe, quoique contesté. Mais qu'est-ce qui s'est finalement passé pour que, bon, du jour au lendemain, qu'il décide comme ça de partir, alors même qu'il y a quelques jours, quelques semaines, il était encore disponible à accompagner le parti? Et vous savez, ça fait partie même des raisons également qui ont amené la décision. Le parti FCBE, personne ne peut le contester, c'est la création du président Yahya Boni. Le parti est constitué de militants, le parti appartient aux militants, mais ça a été créé par le président Yahya Boni. Mais il faut faire quand même une nuance entre l'alliance FCBE qui a géré le pouvoir de 10 ans, pendant 10 ans, et le parti FCBE qui est né en 2018, 2 ans pratiquement après que nous soyons dans l'opposition. Donc c'est un parti né quand on était dans l'opposition. Toutes les activités, la plupart des activités que nous avons menées, nous avons bénéficié du soutien du président d'honneur, le président Yahya Boni. Ceux qui se disent dirigeants aujourd'hui ont bénéficié fortement du soutien du président d'honneur Yahya Boni durant toute la période. Quand il s'agit de payer la caution au niveau de la Sénat, dans le cadre des élections communales, des militants se sont autorisés à demander au président d'honneur Yahya Boni en ce moment de leur apporter un appui au parti. C'est dans ce cadre que le président a envoyé la caution qui s'élevait à 18 150 000 euros au trésorier général du parti. Mais grande a été notre surprise de constater que, quand l'annonce de cette participation, que les sieurs Hunkwe et Yaro disent qu'ils ont pris des dispositions. Or, jusqu'à ce moment, la caution n'était pas encore payée. Mais quand on a demandé les dispositions que vous avez prises, l'argent vient d'où? On n'a pas reçu la réponse jusqu'à aujourd'hui. Parce que si c'est les militants, si c'est des anciens ministres, si c'est des anciens députés qui ont payé, en tant que cadre bâton, on pouvait dire, bon, laissons le président d'honneur, arrangeons-nous pour payer. Donc, chaque cadre, donnez ce que vous avez. Mais ce qui n'a pas été fait, et qu'on ne nous dise pas les sources de revenus. Parce que vous ne voulez pas savoir qu'ils ont fait déménager le siège du parti en violation des statuts du parti, un siège équipé, et on se demande l'argent provient d'où. Donc nous ne pouvons plus continuer à nous engager dans un processus avec un groupe sans savoir d'où viennent les sources de financement. Si demain il y a un problème, nous serons tous comptables. Donc pour éviter tout ça, nous avons voulu quand même militer dans un cadre où tout serait transparent. Donc c'est normal que, parmi les points qu'on a cités, qu'on ait dénoncé le refus de la caution et qu'on puisse se demander l'argent vient d'où dans tout ce qu'ils font. À un moment donné, l'argent est quand même parvenu au trésorier général du parti. Finalement, Yahya Boni a récupéré ses sous ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Oui, à partir du moment que l'argent devait servir à payer la caution et que ça a été refusé, nous avons seulement demandé au trésorier général de retourner les sous. Parce que vous ne pouvez pas refuser de prendre l'argent pour l'objet. Mais vous savez, quand on parle de détournement, c'est un changement de destination. Si la destination était de payer la caution et que vous refusez de payer, retournez les sous au propriétaire. Et ce qui a été fait, purement simplement fait. Parce que si un cas transparent n'est pas là, pour qu'on puisse savoir comment les dépenses sont faites, vous ne pouvez pas leur permettre de gaspiller les sous. Ça, on nous dit, sache exactement ce qui rentre et ce qui sort. Alors, il y a quand même une menace sur le parti. Est-ce que votre camp pense donc aux élections ou à la présidentielle de 2021, sachant que le parti avait déjà
raté une élection en 2019 et que si le parti rate les communales de 2020, il aura quand même des difficultés à présenter un candidat en 2021 où vous, votre camp n'est pas dans une logique de participer à la présidentielle de 2021. Je peux vous dire que le pouvoir va changer de camp en 2021. Comment vous en êtes sûr si vous n'êtes pas dans une logique de présenter un candidat? Non, vous savez, nous parlons comme si nous étions Dieu. Je me rappelle, rappelons-nous, en janvier-février, si on nous avait dit que en mars, nous serons des pays comme la France, par exemple, où les seront en confinement ou bien, comment ils appellent, en quarantaine, tout ça, personne ne l'aurait parié. Aujourd'hui, la puissance de Dieu a pu amener, a fait changer les choses. Mais aujourd'hui, nous devons croire en l'avenir. Nous, notre combat, le combat qui doit en principe nous préoccuper, c'est la restauration de la démocratie. C'est la restauration d'un état de droit. Si nous ne nous baissons pas les bras, je vous dis, même la constitution qui a été votée notamment, si ce n'est pas modifié notamment dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça se fait en plein jour. Mais comment? Vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous êtes en train de vous retirer progressivement. Comment est-ce que vous comptez participer donc à l'alternance? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, nous nous retirons dans cette mascarade parce que la mascarade qui se joue, comme l'a dit le président Donnet dans sa déclaration, nous assistons à la création d'un autre bloc de talons. Ce qui veut dire que nous avons à ces élections les cinq partis qui soutiennent les actions du chef d'État. C'est-à-dire que nous soutenions ou pas ceux qui sont là, in fine, c'est qu'on nous amène tout droit dans la BAC. Talon. Donc, aller ou ne pas aller. Le secrétaire exécutif national, Paul Humpé, a toujours dit que le parti qu'il dirige est de l'opposition, le FCBE. Il ne vous dira pas le contraire, parce que sa mission, c'est de se faire passer pour un parti d'opposition, de faire passer le parti FCBE pour un parti d'opposition. Mais ça c'est ce que vous pensez, mais dans les actes, le parti se réclame clairement de l'opposition. Justement, non, dans les paroles, il se réclame de l'opposition, mais dans les actes, c'est pas ce que nous voyons. Si dans les actes, ça devait se traduire, on devait accepter qu'il y ait cette union de tous ceux qui sont dans l'opposition pour qu'effectivement, on puisse avoir le maximum de maires, le maximum d'élus, communaux. Et là, on est sûr que cette force, cette synergie qu'on devrait développer ensemble pourra faire basculer les choses. Mais à partir du moment où ils se comportent dans les actes, on lit clairement que on nous conduit directement dans la BAC de la mouvance, accepter que nous puissions descendre de cette BAC et développer notre dynamique en fonction de ce que la Constitution nous permet pour faire changer les choses. Et bientôt, on va faire changer les choses. Alors, avant d'aborder le second sujet, vous avez évoqué tout à l'heure l'union de toute l'opposition. Justement, quel est aujourd'hui les rapports entre les FCBE, ou je dirais les rapports entre le président Donner et les autres partis de l'opposition? Parce qu'on sait qu'au moment où il a quand même semblé accepter le récépissé obtenu par le camp de Paul Humpé, on a vu des critiques de part et d'autre. Aujourd'hui, quel est le rapport entre Boni Yayi et les autres leaders de l'opposition? Non, les rapports sont au beau-fils. Les discussions se mènent, les discussions continuent pas à se mener. Et vous le verrez d'ici là. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont dites au niveau des réseaux sociaux. Au moins, le président a engagé la réconciliation. Justement parce qu'on ne savait pas là où le président voulait aller. Mais aujourd'hui, tout le monde est unanime de comprendre que le président Yahya Boni ne devait jouer que le rôle qu'il a joué. Essayer de rassembler tous ses fils. Et c'est là qu'il avait besoin de l'unité de tous ses fils. Mais à partir du moment où il s'est rendu compte que certains fils sont égarés, c'est normal quand même qu'il puisse prendre cette distance. Et les leaders de l'opposition qui sont là, on peut suivre la trajectoire. Et aujourd'hui, les discussions sont en train d'être faites. Les discussions sont jusqu'à là où je vous parle avec les 7 leaders. Et ensemble, vous allez voir une sortie. Alors, il y a 4 ans, le président Boni Yayi passait justement la main au président Patrice Talon, en tant que président donc, de la République. Il est en train de fermer 4 ans. Il est à 1 an ou, disons, à quelques mois de la fin de son mandat. Sur le plan des infrastructures, sur le plan social, sur le plan politique, qu'est-ce que vous retenez des 4 ans de gestion du nouveau départ? Je vais d'abord rendre hommage au président Yahya Boni, qui a scrupuleusement respecté la Constitution. Le peuple lui a accordé 2 mandats. Il a fait les 2 mandats
et il a parti service au président Patrice Talon. Mais l'arrivée de Patrice Talon a suscité beaucoup d'espoir. Parce qu'avec les promesses faites lors de la campagne, on se disait qu'il ferait mieux. Il ferait beaucoup plus que le président Yahi. Mais 4 ans aujourd'hui, parce que lui-même, au cours d'une de ses sorties, a dit donnez-moi 4 ans avant de juger. Aujourd'hui, 4 ans, nous sommes à quelques mois des prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Je prends un volet, comme vous l'avez dit, le volet des infrastructures. On nous met la poudre aux yeux avec asphaltage. Asphaltage qui n'est que mettre de la bitume ou du pavé dans... Mais ça change quand même le visage des villes. Oui, justement, c'est-à-dire on nous met la poudre aux yeux. Parce que, vous voyez, je donne un exemple simple. Quand vous prenez par exemple la voie, la zone cotonnière, Banikwara, Kérou et autres, je prends précisément le tronçon Péonko, Kérou, Djogo, Péonko, Kérou, Banikwara. C'est une zone qui apporte beaucoup au niveau du coton, beaucoup au niveau des produits vivriers. Mais cette zone n'est pas bitumée. Or, nous sommes partis pour la politique du besoin des grands axes, des routes les plus longues. Ce qui s'observe aujourd'hui, on vous prend 2 km de voie dans une ville, même 5 km de voie. Quand on bitume, vous allez, à l'intérieur, vous allez remarquer. Mais les problèmes continuent de souffrir parce que ça ne facilite pas, par exemple, le transport des produits vivriers à l'intérieur. Mais progressivement, il va y arriver certainement. Le PAC, c'est quand même beaucoup de projets. Actuellement, on constate qu'au niveau de l'asphaltage, vous constatez certainement aussi que dans les grandes villes, il y a quand même des rues qui changent. Non, oui, c'est normal. Si on met de l'habitude, ça va changer. Mais prenez par exemple, je prends par exemple la voie Goudomé à Calavi à Kassato, qui a été bitumé au temps du président Yahi. Si on prend la bitume de ce tronçon et qu'on met ça dans Cotonou, tout Cotonou va être bitumé. Mais c'est chaque président qui donc, choisit. C'est pour vous dire oui. L'importance de cette voie. Oui. Quand cette voie a été bitumée, l'importance économique de cette voie dépassait par exemple en ce moment qu'on bitume peut-être des localités. Et quand on parle d'asphaltage, ce n'est pas les 77 communes du Bénin qui sont asphaltées. Mais progressivement, il y a un lot qui est concerné pour le moment. C'est pour vous dire qu'il faut faire une priorité pour voir ce qui va d'abord impacter le plus grand nombre avant de chercher à impacter les localités. Parce que, par exemple, l'exemple que j'ai donné, si c'était fait, c'est tous les Béninois qui utilisent la voie. Or, ce n'est pas évident que tout le monde soit à Cotonou ou soit à Parakou. Alors, sur le plan social, le président l'a annoncé 2019 devrait être donc l'année des actions fortes sur le plan social. Et qu'est-ce que vous retenez donc sur ce plan-là? Non, tout le monde est unanime. Sur le plan social, si on devait noter le président, ce n'est pas évident qu'il puisse avoir une note. Parce que vous allez voir les axes forts que nous avons engagés. Je dis nous avons engagé autant du président Yahi, bien sûr. Quand vous voulez analyser, il faut faire une comparaison, qu'on le veuille ou pas. Quand je prends tous ces plans, par exemple, les microcrédits aux plus pauvres, dont les femmes bénéficiaires, mais vous allez voir que ce programme également aujourd'hui est laissé en rade. Mais ça a été réformé, ça continue d'ailleurs. Non, vous allez voir. Moi, je me rappelle un temps, on nous a dit que ça a été réformé, que maintenant il faut par le biais des trucs électroniques, ils ont trouvé une formule pour eux. Mais allez faire un tour au niveau de nos communes, au niveau de nos villages, et demandez-vous combien arrivent à recevoir ces soutiens. Peut-être que les conditions sont devenues un peu plus corsées. Quand on sait un peu dans quelles conditions ce projet a été géré sur le président Bouni Yahi. Non, justement, il y a la communication qui est faite et la réalité. Aujourd'hui, moi je me rappelle, la dernière fois je lisais dans un organe, que quand je prends le cas du Fonds national de microfinance, microcrédit qui a géré le projet, qui a eu tous ses comptes certifiés par la Cour suprême, et autant du président Talon, excusez, les nouveaux dirigeants qui sont venus ont eu leurs comptes rejetés par les commissaires aux comptes. La bonne gestion se trouve à quel niveau? C'est là la question. Donc, il ne sert à rien de dire ça a été mal géré, mais allons sur le terrain, voyons ce qui est fait et comment la gestion est faite. Donc, si on devait parler de mauvaise gestion, c'est ce qui se passe maintenant. Alors, toujours sur le plan social, vous avez évoqué le projet
microcrédit, mais avec le régime du président Patrice Talon, on a vu également le projet d'assurance maladie pour toute la population. Ça aussi, vous pensez que ça n'impacte pas la population? Moi, vous savez, avant d'être dans la politique, je suis un syndicaliste. J'ai milité, je soutiens toujours les actions de l'USTB, qui est une organisation syndicale dynamique qui travaille beaucoup pour les travailleurs, mais qui a porté ce projet comme un des points phares de ses activités, le régime d'assurance maladie. Mais aujourd'hui, quand on doit faire un bilan, on en parle dans les journaux hautes, mais combien de personnes sont impactées? Vous n'allez pas. Nous sommes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour juger du nombre de personnes impactées? Si c'est trop tôt, ça veut dire que ça n'a pas évolué. On est toujours dans la théorie, mais il faut qu'on passe dans les actes et que vraiment qu'on puisse sentir que ça a impacté un grand nombre. Mais il faut qu'on passe. Tant qu'on ne va pas connaître cet impact-là, on ne peut pas dire que ça a été un point positif. Sur le plan politique, on a connu la réforme du système partisan, l'une des plus grandes réformes politiques d'ailleurs menées par le président pendant les 4 ans d'éjection. Alors, quelle est votre appréciation? Aujourd'hui, nous sommes passés pratiquement à une douzaine de partis politiques régulièrement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années où nous étions à plus de 200 partis politiques. Oui, vous savez, au fait, la réforme du système partisan a été l'arme utilisée par le pouvoir pour écarter les opposants. Écarter les opposants ou les opposants n'ont pas été à la hauteur des exigences? Non. Je ne voulais pas revenir sur l'historique, sur ce qui concerne le parti FCBE. Quand nous avons déposé nos dossiers, ils ont fait des observations, on a corrigé. On a eu de nouvelles observations contrairement au parti du pouvoir. Et ça a été le cas de tous les partis d'opposition. Mais je dis, la réforme du système partisan a été un instrument pour écarter l'opposition. Quand on nous parle qu'il y a quelques années, on est à 200 partis, nous sommes à 12 partis, je dis non. C'est parce qu'on se refuse d'appliquer les dispositions de la loi. Quand vous prenez la charte, la loi 2001, portant charte des partis politiques vous allez voir clairement qu'il est dit qu'un parti politique qui ne participe pas à 2 élections perd son récépissé. Mais cette disposition n'a jamais été appliquée. Si d'ici jusqu'en 2018, au moins on voulait voter à nouvelle charte, si le ministère de l'Intérieur appliquait cette disposition, on ne se serait pas retrouvé à 200 partis. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous parler d'une avancée. Quand on sait pratiquement à moins d'1 an, on a déjà 12 partis. On apprend qu'il y a 2 semaines, un autre parti allait déposer des documents. D'ici là, on se retrouve à 13. De 2003 jusqu'en 2017 ou 2018, vous avez le nombre d'années qui est passé. Si cette loi devait continuer, vous verrez que le Bénin va toujours continuer. Parce que si en moins d'1 an, on a déjà 12 partis, un 13e qui s'annonce. D'autres partis, d'ici les années à venir, vont se multiplier. C'est pour dire qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas faire une comparaison avec cette nouvelle charte et la loi qui est passée. Le Béninois va trouver tous les moyens pour créer son parti. Mais c'est l'application des tests. Dit par exemple, un parti qui n'est pas allé à 2 élections, comme c'était prévu, qui va permettre d'élaguer les partis qui sont créés pour le bonheur peut-être de leur seul leader. Mais on parle des chartes des partis politiques et autres. On parle du code électoral et autres. Vous allez voir, il y a des mesures exclusives, même pour aller aux élections législatives, la caution mise au niveau du code, il faut payer 249 millions, comme si subitement tous les... Ça a été revu par la suite? Non, il a parlé de 2018, il y a pas 2 mois pour aller aux élections législatives. C'est ça qui a permis d'aller aux élections. C'est comme si subitement tous les Béninois sont devenus riches. Donc on vous dit 249 millions aujourd'hui. Après les élections, on dit il y a un problème, on diminue. Vous avez vu tout, c'est la première fois au Bénin qu'une élection, après la conférence nationale, qu'une élection a entraîné à la suite des morts des citoyens béninois. Donc ce qui veut dire que cette charte, elle est mauvaise. Il faut la relire. Alors pour un an qui reste, qu'est-ce que vous attendez du régime de Patrice Talon? Non, c'est de restaurer la droite. Vous savez, il faut que le Béninois qui constate que quelque chose ne va pas ait le courage de le dire. Il ne faut pas le dire et le lendemain, on viendra te sortir de
de ta chambre à coucher. Donc, il faut quand même que les libertés individuelles soient restaurées, que à défaut de manger 3 fois par jour, qu'on puisse au moins manger 2 fois par jour. Vous n'allez pas dire qu'actuellement, les Béninois ne mangent pas 2 fois par jour. Les Béninois ne mangent pas 2 fois par jour. Comment vous le savez? Je suis dans le cas. Je suis dans le cas et je vois des voisins qui ne font pas 2 fois par jour. Mais je ne voudrais pas également, parce que c'est souvent ceux qui ne font rien. Ils profitent des situations qu'on nous dise que c'est à cause du coronavirus qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs. Je suis même surpris que pour un gouvernement qui a 7% de croissance, un gouvernement qui nous chante tous les jours que notre économie est résiliente et que nous avons pu supporter tous les chocs qui viennent. Je suis surpris aujourd'hui que des mesures idoines ne soient pas vraiment prises pour pouvoir contrer cette pandémie. Parce que c'est si on est tous vivants qu'on peut travailler. Le gouvernement pense peut-être que pour le moment, en tout cas, la situation n'est pas encore très grave et que les mesures qui sont mises en œuvre peuvent quand même contenir la pandémie. Il ne faut pas laisser que la situation s'empire avant de prendre des dispositions. Le président a également parlé de l'après-Covid de Covid-19. Est-ce qu'il faut tout mettre pour combattre la Covid et qu'après se retrouver à demander qu'est-ce qu'il faut manger? Je dis que si vous mourrez, vous avez besoin de manger. Il faut travailler pour que les gens restent en vie. Tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir, on peut travailler pour ramener les choses en ordre. Alors, Kama Wassangari, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot à l'endroit certainement des militants FCBE qui aujourd'hui sont quand même partagés entre 2 camps? Non, pas forcément seulement à l'endroit des militants, d'abord à l'endroit de la population. Je le réitère, il est très important qu'on respecte les mesures d'hygiène pour pouvoir bouter hors du Bénin cette pandémie. Nous avons connu un décès, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à la famille, mais nous devons faire en sorte qu'on ne puisse plus noter de décès suite à cette pandémie au Bénin. Donc face aux militants, nous ne sommes forcément pas partagés en deux camps. Nous avons un leader charismatique que nous suivons. Donc, nous savons, avec les appels que nous recevons, les messages que nous recevons, nous d'ici là, vous allez voir, chacun se fait un pas. Ceux qui font autre chose, vous allez vous rendre compte, la plupart sont des gens qui sont venus au dernier moment, ou bien qui sont venus toujours passer, voulaient se retrouver sur une liste. Donc, j'ai dit d'être serein, que la flamme allumée au niveau à Parakou, lors du congrès de 11 février 2018, cette flamme ne serait pas éteinte. On va continuer à allumer cette flamme et proposer une alternative créative à ces millions de militants qui accompagnent toujours le président Yahya Boni, qui accompagnent la vision du président Yahya Boni et qui accompagnent tous les leaders qui partagent cette vision. Parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous Kama Wassangari. Il est conseiller juridique démissionnaire du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il a parlé donc de la crise qui secoue ce parti depuis plusieurs mois. Il a également opiné sur les 4 ans de gestion du président Patrice Talon. Une fois encore, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau rendez-vous.